bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, waouh, vertigineuse. Comment la vie a bien pu émerger de la matière inerte? Oui, la question fondamentale par excellence. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur un extrait vraiment stimulant, je trouve, de L'essai Conscience, l'éveil de la matière de Denis Baudin. Mhm. L'objectif, c'est un peu de décortiquer son analyse sur les tout premiers pas du vivant. On part des protéines, de leurs interactions, jusqu'à arriver à la première cellule. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que la chimie, à un moment, bascule? Qu'est-ce qui donne ce souffle de vie, comme il dit? C'est vrai que c'est une question énorme. Et l'extra nous propose un cheminement assez fascinant. Il suggère que la complexité du vivant, son organisation, pourrait émerger d'interactions moléculaires qui sont, somme toute, assez simples au départ. D'accord. Donc, on va suivre un peu ce raisonnement. On va regarder d'abord le rôle crucial des protéines, leur capacité à sentir et agir. C'est assez étonnant. Oui. Puis on verra comment se met en place une communication chimique entre elles, et enfin comment tout ça a pu converger pour former la cellule, cette unité fonctionnelle. Une vraie plongée aux origines, quoi. Exactement, aux racines même du vivant. Bon, alors commençons par le commencement, les protéines. Le texte les présente comme les ouvrières de base, les chevilles ouvrières du vivant, C'est l'image qu'il emploie, oui. avec deux capacités clés. D'abord, elles sont comme des capteurs. Ultra sensible, Elles détectent plein de choses. La lumière, une pression, la chaleur, une autre molécule. les premiers sens de la matière en quelque sorte. C'est ça. Et ensuite, elles agissent, elles réagissent, elles peuvent se déformer, s'assembler, catalyser une réaction, fabriquer quelque chose. Des vraies nanomachines, en fait. Absolument. Et ce qui est important, ce que le texte souligne bien, c'est leur incroyable diversité. Ah oui, On parle potentiellement de près de 100 000 types différents, rien que dans notre corps. 100 000. C'est énorme. Et chacune est hyper spécialisée. Une enzyme pour accélérer une réaction, un anticorps qui cible un intrus, une hormone qui porte un message. D'accord, donc chaque protéine, c'est un outil moléculaire très spécifique. Exactement. Cette variété, c'est la clé de la complexité du vivant. Ok, alors, décomposons ça. Un point qui m'a vraiment marqué, c'est presque contre-intuitif ce qu'il avance sur la mémoire protéique. Mhm. L'auteur suggère qu'une interaction, mettons une molécule qui se lie à une protéine, ça laisserait une trace, une sorte d'impression subjective primitive, carrément au niveau de la protéine, Oui, c'est ça. comme si la molécule se souvenait du contact. C'est un changement de perspective assez radical, non? Placer une forme de subjectivité aussi bas au niveau moléculaire. C'est effectivement une proposition forte de l'essai, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est d'essayer de voir la mémoire non pas comme une fonction complexe du cerveau, mais comme une propriété qui émerge de l'interaction elle-même. D'accord. Quand une protéine change de forme, de conformation, après un stimulus, cet état modifié, c'est ça, en quelque sorte, la mémoire de l'événement. Une mémoire physique, en fait. Voilà une trace physique, une subjectivité très, très élémentaire, bien sûr. Juste une trace. Et le texte dit que ce changement d'état, cette mémoire, peut se transmettre par contact direct à une autre molécule, juste à côté. Ok. Mais ça pose tout de suite une question pratique. Comment on fait pour coordonner des actions qui impliquent des milliers, des millions de protéines, peut-être éloignées les unes des autres dans le bouillonnement d'un milieu liquide? Oui, le contact direct, ça va pas suffire. Ben non, ça ne suffit plus. Et c'est là qu'intervient une innovation majeure, décrite dans l'extrait, la signalisation chimique. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que certaines protéines ont évolué pour libérer des molécules spécifiques dans leur environnement, des messagers. Des messagers chimiques. Oui, l'analogie classique, c'est la clé et la serrure. Le messager chimique, la clé, a une forme unique, Mhm. qui ne sera reconnue que par une autre protéine, le récepteur, la serrure, qui a un site de liaison parfaitement adapté. D'accord. C'est le début d'un langage moléculaire, en quelque sorte. Précisément, une protéine parle en libérant une molécule signal. Ce mot moléculaire voyage. Oui. Et une autre protéine écoute en le captant avec son récepteur. Et cette reconnaissance, hop, ça déclenche une action chez la protéine réceptrice. Ah oui, d'accord. Ça permet de communiquer à distance, donc. C'est beaucoup plus souple que le contact direct. Bien plus efficace et flexible, oui. On passe d'une interaction purement locale à la possibilité d'une influence à distance, étendue. Et c'est là que ça devient
Vraiment puissant, j'imagine. Le texte décrit comment une simple détection peut démarrer toute une cascade de réactions. Oui, c'est ça. La protéine activée libère un messager qui active peut-être plusieurs autres protéines qui elles-mêmes vont libérer d'autres messagers ou faire autre chose. Une sorte de... D'effet boule de neige. Voilà, une cascade, une amplification. Une véritable conversation moléculaire, comme le dit l'auteur. Ça peut amplifier un petit signal de départ et orchestrer une réponse collective de tout un réseau de protéines. Une réponse coordonnée. Absolument. Et cette communication coordonnée, c'est fondamental pour passer de simples réactions chimiques isolées à un comportement biologique organisé, même très simple au début. Mhm. Ça illustre bien comment la complexité peut émerger de règles d'interaction locales assez simples. C'est un principe clé de l'auto-organisation. D'accord. D'ailleurs, l'auteur fait une petite parenthèse intéressante sur les virus à ce sujet. Ah oui, les virus. Oui, ces structures qui sont un peu à la frontière du vivant. Ils n'ont pas de métabolisme propre et ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls. C'est vrai. Ils sont faits essentiellement de quoi? De protéines qui protègent une information génétique. Ils portent une mémoire, l'infogénétique et une mission, infecter une cellule hôte. Vu comme ça. Et pour l'auteur, même s'ils ne sont pas vivants en sens strict, ils incarnent cette étincelle de vie primordiale qui vient des capacités des protéines, mémoriser et agir selon une information. C'est une perspective intéressante sur les virus. Ok, donc on a ces protéines, elles sentent, elles agissent, elles mémorisent, elles communiquent à distance. Mais comment on passe de cette soupe parlante, comme on pourrait dire, à une structure stable, cohérente, comme la cellule? Ah bah là, l'auteur esquisse un très long chemin évolutif, une sorte de danse moléculaire guidée par le hasard et la sélection sur des millions, voire des milliards d'années. Des milliards d'années. Ça laisse rêveur. Oui, les échelles de temps sont difficiles à imaginer. Le scénario proposé, qui s'appuie sur des idées assez courantes en biologie évolutive, c'est que certaines protéines auraient, par hasard et sélection, développé la capacité de fabriquer des lipides. Et les lipides, c'est les graisses en gros. Oui, des molécules un peu huileuses qui n'aiment pas l'eau. Et dans l'eau, elles ont tendance à s'agglutiner toutes seules. Elles forment spontanément des structures. D'accord. Peut-être d'abord des petites sphères pleines, des micelles, puis des sortes de bulles creuses avec une double paroi de lipides, comme un mini-sac étanche, ce qu'on appelle des vésicules. Ah oui, des vésicules. Et ces vésicules auraient pu, toujours par hasard, piéger à l'intérieur d'autres protéines qui se trouvaient là, dans le milieu. Un confinement fortuit, quoi. Et pendant ce temps, d'autres protéines se perfectionnaient sur d'autres tâches. Exactement. En parallèle, l'évolution aurait favorisé les protéines capables d'automatiser les processus clés. D'abord, la réplication de l'information, c'est la base de la reproduction. Mhm. Et puis, la gestion de l'énergie et de la matière, le métabolisme. Ok. L'essai décrit ça comme un très long processus d'essais et d'erreurs. Des milliards de combinaisons testées, la plupart échouent, évidemment. J'imagine. Mais quelques-unes, par chance, se révèlent plus stables ou capables de se maintenir, de se copier. Et finalement, après un temps inimaginable, cette danse s'est enfin organisée, comme dit joliment l'auteur. C'est une belle image, la danse organisée. Oui. Pour former la première entité capable de maintenir son intégrité, de se reproduire, d'évoluer, la cellule. Cette idée de danse sur des millions d'années, c'est poétique. Mais est-ce que l'auteur explique un peu comment la sélection naturelle a pu favoriser ces étapes? Enfin, je veux dire, fabriquer des lipides, automatiser le métabolisme, c'est hyper complexe. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Le texte insiste sur le hasard et la sélection, mais le saut conceptuel entre des molécules isolées et une mini-usine autoréplicante, ça reste énorme, non? C'est une excellente question. Et c'est d'ailleurs un des plus grands défis pour la recherche sur l'origine de la vie, soyons clairs. L'extrait qu'on analyse se concentre plus sur la description du cheminement possible, des propriétés qui émergent à chaque étape, D'accord. plutôt que sur les mécanismes précis de sélection pour chaque innovation. L'auteur met surtout l'accent sur le fait que dès qu'une structure un peu plus stable ou un peu plus efficace apparaît par hasard, par exemple une vésicule qui protège mieux ses protéines, Oui. elle a un avantage. Elle a plus de chances de persister. Et elle peut servir de base à de nouvelles améliorations toujours aléatoires. C'est une accumulation progressive de bonnes trouvailles, si on veut, conservées par la sélection. Une accumulation de coups de chance retenus, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais vous avez raison, les détails fins de comment ces transitions majeures ont été sélectionnées, ça reste un domaine de recherche très, très actif. D'accord, je comprends mieux. Alors revenons à cette première cellule. Il y a un élément qui semble absolument clé dans cette transition, d'après l'analyse, c'est la membrane.
la membrane cellulaire. C'est pas juste une enveloppe, alors? Ah non, pas du tout. Enfin, si elle délimite un dedans et un dehors, ça c'est sûr, ça crée un environnement interne contrôlé. Mais son rôle, tel que présenté ici, est bien plus profond, bien plus actif. Ah oui, Sa structure de lipides, qui est isolante, combinée à des protéines spécialisées qui pompent activement des ions, des atomes chargés. oui, Ça lui permet de maintenir une différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur, comme une toute petite pile. une pile microscopique. D'accord. Et cette différence de potentiel, ça crée un champ électrique qui s'étend à travers toute la cellule. L'auteur parle d'une sorte d'aura cellulaire. Une aura cellulaire. J'aime bien l'image. Donc toutes les protéines qui flottaient un peu chacune de leur côté se retrouvent baignant dans ce champ électrique commun. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Si on essaye de voir la vue d'ensemble, ce champ, c'est pas juste un bruit de fond. Il agit comme un intégrateur. Un intégrateur, oui. Oui, les champs électriques propres à chaque protéine individuelle interagissent avec ce champ global. Du coup, leurs états, leur mémoire des interactions passées ne sont plus totalement isolés. L'information sur ce qui se passe à un endroit de la cellule, mettons, un récepteur activé sur la membrane, Mhm. peut influencer, via les modifications de ce champ global, l'état et le comportement d'autres protéines ailleurs dans la cellule. Et ça, quasi instantanément. Ah, d'accord. Donc si je saisis bien, c'est plus juste une collection de pièces détachées qui communiquent lentement par messager chimique. Le champ électrique, ça agit comme un réseau de communication ultra rapide qui relie tout, qui permet à la cellule de réagir comme un tout. C'est précisément l'idée qui est avancée, oui. C'est ce que l'auteur appelle l'émergence de la première véritable unité cognitive, Cognitive. carrément. Alors attention, hein, cognitive, pas au sens de pensée ou de réflexion évidemment, mais au sens où l'information est traitée de manière intégrée, à l'échelle de l'unité entière. L'état de la cellule devient un état global, qui résulte de l'interaction de toutes ses parties, sous l'influence de ce champ intégrateur. D'accord. La décision d'agir, se déplacer vers la nourriture, fuir un danger, n'est plus le fait d'une seule protéine, mais c'est une propriété qui émerge de l'ensemble du système cellulaire. Membrane devient alors, comme l'écrit l'auteur, le théâtre où ces sensibilités moléculaires primitives commencent à s'orchestrer. C'est fascinant comme idée. Oui, c'est une image forte. Donc la cellule vivante, avec toutes ses fonctions, respiration, métabolisme, reproduction, équilibre interne, l'homéostasie, elle est vue comme une entité dynamique, un collectif coordonné. Un collectif extraordinairement efficace. L'essai utilise l'image d'une entreprise. Chaque protéine est un ouvrier spécialisé qui fait sa tâche en parfaite coordination avec les autres pour le bien de l'entreprise cellulaire. Une entreprise bien huilée. Voilà. Mais, et ça l'auteur insiste beaucoup là-dessus, cette harmonie, elle ne vient pas d'un chef d'orchestre. Il n'y a pas de conscience centrale qui dirigerait tout ça. Non, si je comprends bien, ça vient de l'histoire évolutive de ces protéines. Elles agissent bien parce que des millions d'années de sélection ont gravé dans leur structure, dans leur façon d'interagir, la connaissance implicite de ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. C'est exactement ça. C'est une intelligence distribuée, héritée. Tout à fait. Et c'est là que la génétique prend tout son sens. L'auteur propose une vision des gènes qui va un peu au-delà du simple plan de montage des protéines. Ah, comment ça? Bien sûr, l'ADN contient le code pour assembler les protéines, la séquence d'acides aminés, mais il représente bien plus que ça. L'essai les décrit comme des bibliothèques vivantes. C'est joli aussi comme image. Oui, Elle contiendrait pas seulement les plans, mais aussi les manuels d'utilisation en quelque sorte. Les stratégies de survie, les instincts, tout ce qui a été accumulé par l'espèce au fil de l'évolution. voilà. Sans cette mémoire collective inscrite dans les gènes, une protéine toute neuve, elle serait comme un ouvrier sur un chantier avec les plans d'une cathédrale, mais sans aucune formation. Il ne saurait pas par où commencer, comment interagir avec les autres. C'est une excellente analogie. Le savoir-faire est encodé aussi. Les gènes donnent à la fois la structure, comment construire la protéine, et le contexte fonctionnel, comment elle doit interagir dans le système. D'accord. Et forte de cet héritage génétique, les protéines peuvent ensuite apprendre ou s'adapter un peu au niveau individuel en modifiant leur état ou leur activité en réponse aux signaux qu'elles rencontrent pendant la vie de la cellule. Et là, l'auteur lance une piste de réflexion supplémentaire un peu, provocatrice. Est-ce que cette expérience individuelle des protéines, cette adaptation fine, pourrait influencer en retour la bibliothèque génétique?
Oui, Ça fait penser un peu à la transmission des caractères acquis ou à l'épigénétique, non? exactement. C'est une allusion claire à ça. L'épigénétique, c'est ce domaine passionnant qui étudie comment l'environnement ou les expériences peuvent modifier l'expression des gènes sans changer l'ADN lui-même. Des sortes de marqueurs sur les gènes. C'est ça, comme des interrupteurs ou des marqueurs. L'auteur semble suggérer que cette mémoire acquise au niveau cellulaire pourrait potentiellement laisser des traces qui influenceraient les générations suivantes. C'est une idée très séduisante, mais qui est encore largement débattue sur son ampleur et ses mécanismes exacts. Bien sûr. Bon, tout ça nous amène à la question finale de l'extrait, avec toute cette organisation, cette communication, cette mémoire. Est-ce qu'on peut dire qu'une cellule est consciente? Quelle est la réponse de l'auteur? Alors, sa position est assez nuancée. D'un côté, il dit oui, avec la cellule, on atteint la plus petite unité capable d'une forme de subjectivité intégrée. Il y a bien une mémoire subjective des événements vécus par la cellule, une trace. D'accord. Mais, et c'est le point crucial, cette subjectivité, il la décrit comme brute, élémentaire, sans signification, ni contexte, ni émotion, telles que nous les ressentons. L'exemple du dentiste qu'il donne est très parlant, je trouve. Oui, il est bien choisi. Si on a la mâchoire anesthésiée, nos cellules, les cellules nerveuses, musculaires, osseuses, elles subissent directement l'intervention. La pression, les vibrations, peut-être des dégâts. Mhm. Au niveau cellulaire, il y a une expérience, une mémoire subjective de cette agression. Mais nous, en tant qu'organisme global, on ne ressent pas de douleur. Exactement. L'information n'est pas intégrée à un niveau supérieur pour créer une expérience consciente de souffrance, avec tout ce que ça implique pour nous. Les cellules individuelles vivent le truc à leur échelle, mais ça reste local. Ça ne devient pas une expérience globale, riche, signifiante pour nous. C'est tout à fait ça. Donc pour répondre directement à un non, pour l'auteur, une cellule seule n'est pas consciente au sens où on l'entend habituellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Quelle est la conclusion de cette étape? Où est-ce que ça nous mène? La conclusion, telle qu'elle est présentée, c'est qu'une cellule, c'est une étape absolument fondamentale, indispensable. C'est la première structure qui intègre l'information et qui manifeste une forme de subjectivité unifiée, même si elle est très primitive. Le point de départ obligé, en quelque sorte. Voilà, l'auteur la qualifie de premier véritable théâtre, le théâtre sur lequel la conscience telle qu'on la connaît pourra peut-être se développer plus tard. Mais la cellule elle-même, elle reste en dessous d'un seuil critique. D'accord. Pour que la lumière s'allume vraiment, comme il dit, pour que l'expérience devienne riche, contextualisée, pleine de sens, d'émotions, il faudrait franchir une nouvelle étape, une étape majeure d'organisation d'intégration, à une échelle bien supérieure. L'échelle des réseaux de neurones, par exemple? Oui, par exemple, celle des réseaux neuronaux complexes. On a donc suivi un parcours assez incroyable aujourd'hui. Grâce à cet extrait, on est parti des interactions de base des protéines avec leur mémoire et communication primitive pour arriver à la cellule, ce premier collectif moléculaire intégré, autonome, grâce à son héritage génétique et sa capacité à s'adapter. C'est vraiment le socle sur lequel toute la complexité du vivant et peut-être de la cognition a pu commencer à se construire. Absolument. C'est une base essentielle. Et cet extrait, il nous dépose au seuil aux questions abyssales, en fait, qui est la suite logique. Laquelle? Si ces briques élémentaires de mémoire, de subjectivité, existent déjà au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, comment exactement est-ce qu'elles s'agencent, comment elles s'intègrent, comment elles interagissent à des échelles beaucoup, beaucoup plus grandes? Comme les milliards de neurones d'un cerveau. Voilà. Comment ça fait pour faire émerger cette expérience qu'on a, nous, d'être un jeu? Un jeu unifié, qui vit une réalité pleine de sens, de nuances, d'émotions. Le grand saut vers la conscience telle qu'on la vit. C'est ça. Quelle est la nature exacte de ce fameux nouveau seuil d'intégration dont parle l'auteur, celui qui permettrait de passer de la subjectivité cellulaire brute à la conscience phénoménale, à notre expérience vécue? Ça laisse matière à réfléchir. Oh oui, c'est une invitation à poursuivre la réflexion bien au-delà de l'origine de la cellule elle-même. C'est vertigineux.